Salut à tous les amis, nouvelle vidéo. Les amis, j'ai vu que la précédente vidéo avait pas mal marché. Bah franchement, ça fait plaisir, hein. On continue les amis, hein. On s'abonne, on partage, on like et puis surtout on commente, hein. Ici, c'est la vraie démocratie. N'hésitez pas, allez-y. Donc je continue les analyses de joueurs, hein, qui créent un petit peu la polémique, là, qui font un petit peu de débat. Et donc toujours, hein, le même principe, hein. Je commence par les points forts du joueur, ensuite je vais sur les points faibles et les axes d'amélioration et à la fin, je ferai le petit bilan. Donc je continue la génération 87, hein, et donc là je passe sur le joueur qui était vraiment considéré comme le plus talentueux de sa génération, à savoir Hatem Ben Arfa. Donc pourquoi il était le plus talentueux justement de cette génération? Eh ben, on va passer au premier point fort, à savoir prodige. Le prodige Hatem Ben Arfa, dès son plus jeune âge, on savait qu'il finirait pro. Vraiment, il était déjà au-dessus dès le plus jeune âge. D'ailleurs, on a pu le voir, hein, dans le documentaire qui s'appelle À la Clairefontaine. Et donc, dans ce documentaire, pardon, on voyait les jeunes pousses un petit peu démarrer leur carrière au haut niveau. Et donc, dans ce documentaire, bon, il y avait des joueurs assez connus, hein. Il y avait Abou Diaby, Geoffrey Jourdain et Ricardo Fati, hein, pour les plus connus, en tout cas qui ont fait la plus longue carrière. Et donc, dans ce lot, il y avait Hatem Ben Arfa. Et vraiment, déjà à l'époque, on savait qu'il était au-dessus. Et c'était vraiment le prodige, hein. C'était vraiment unanime, que ce soit les coachs, les staffs techniques, ses adversaires, ses coéquipiers. Tout le monde disait que voilà, Hatem Ben Arfa, c'était vraiment le top du top, un talent à l'état brut, vraiment. Et toujours, hein, dès le début, c'était voilà, capable d'éliminer n'importe qui, un joueur, deux joueurs, trois joueurs, euh, la patte gauche, le ballon qui colle au pied, vraiment, on élimine, on met des buts. C'était tellement fluide, tellement simple. On savait que voilà, il était vraiment au-dessus. Alors, ce qu'il y a, c'est que donc là, on va passer vite fait aux points faibles et aux axes d'amélioration. Pourquoi? C'est que, ok, son talent, il était vraiment hors norme. Vraiment, hein, c'était incroyable. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur, pour les plus jeunes, hein, qui connaissent pas peut-être le joueur, allez sur YouTube, hein, allez sur YouTube, tapez Ben Arfa, vraiment highlights, et vous allez voir un florilège de mise à l'amende, vraiment des buts incroyables, notamment celui où il jouait à Newcastle à l'époque, où il part de son camp et il dribble vraiment toute l'équipe, mais vraiment, il fait littéralement un tout droit, hein. Il prend le ballon, il va tout droit et il dribble quasiment toute l'équipe et à la fin il finit. Et vraiment, ce but, il est incroyable. Et c'était vraiment à l'image de voilà, Ben Arfa, le talent à l'état pur. Alors, ce qu'il y a malheureusement, c'est que Ben Arfa, ça n'a pas été clinquant vraiment tout au long de sa carrière, bien au contraire. Et donc on va passer au point faible, à savoir le premier, moi je dirais quand même son inconsistance. Vraiment son inconsistance, voire son inconstance, parce que vraiment Hatem Ben Arfa, pour un joueur hyper talentueux, on n'a pas vraiment eu l'occasion justement de le voir ce talent, hein. La preuve, c'est qu'en stats, purement en chiffres, hein, donc c'est 440 matchs joués, avec 76 buts et 53 passes décisives. Donc déjà 400 matchs joués en un peu plus de 15 ans de carrière, c'est trop peu, hein. À titre de comparaison, Benzema, dont je vous ai parlé la dernière fois, il est déjà plus de 800 matchs. Alors qu'ils ont commencé en même temps, hein. Vraiment, ils ont éclos à Lyon. Ils ont commencé vraiment en même temps, au même âge, donc génération 87, et pourtant il y en a un qui a deux fois plus de matchs. Donc c'est pour vous dire que voilà, le parcours de Ben Arfa, c'était pas du tout, c'était pas du tout le même. Et en fait, pour prendre un petit peu, faire un bilan de sa carrière, parce qu'en fait, ouais, il est vraiment sur la fin, hein. Là, il avait signé dernièrement un contrat à Valladolid, je crois, en Espagne. Mais depuis, voilà, c'est pas ça. Et en plus, son âge avance, hein. Donc, c'est vraiment la fin. Et la seule saison pleine, si on prend toute sa carrière, la seule saison pleine, c'est en 2015-2016 à Nice, où vraiment là, il est au top du top, mais avec des circonstances particulières, à savoir que son coach de l'époque, donc Claude Puel, lui donne clairement les clés du camion en lui disant Athème, joue comme tu sais le faire, voilà. Carte blanche, fais ce que tu veux sur le terrain. Et donc c'est vrai que cette saison, franchement, elle était incroyable, avec donc 39 matchs en tant que titulaire, indiscutable, hein, avec 18 buts et 7 passes décisives, où là vraiment, il éclabousse de son talent à la Ligue 1, et donc il met Nice très haut en haut du classement,
Il finit même dans les nominés aux meilleurs joueurs de Ligue 1, donc derrière Di Maria et Zlatan. Donc pour vous dire que vraiment c'était une saison incroyable. Et après, ce qu'il y a, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est que c'était quand même des conditions particulières dans le sens où vraiment c'était son ballon sur le terrain. Vraiment hyper individualiste, certes efficace, mais quand même très individualiste, à tel point qu'il y a un match une fois où ils finissent le match, donc ils gagnent le match. Et il y a le capitaine de Nice à l'époque, c'était Nampalis Mendy, qui vient au micro de Paga et qui commence à dire ouais, ok, Athènes nous a sauvés encore une fois, nous a fait un exploit encore individuel, mais il n'est pas tout seul sur le terrain. Donc ça montre un petit peu l'état d'esprit qu'il avait à cette époque. Mais après, c'est vrai que c'était sa seule saison vraiment incroyable. Mais sinon, tout le reste, bon, il y a eu la saison 2007-2008 où il est pas mal, mais bon, c'est vraiment sa première saison au haut niveau. Et donc, il rentre en cours de match, etc. Mais il n'est pas vraiment en titulaire. Bon, certes, il gagne le titre avec Lyon, hein, donc à l'époque avec Benzema, même dans l'équipe. Mais lui, il est vraiment dans un rôle de remplaçant de luxe, hein. Pareil, après, il y a la deuxième saison à Marseille où il gagne le titre aussi en 2010. Et là, pareil, hein, il fait une deuxième partie de saison plutôt correcte. Mais bon, c'est vraiment voilà, en dents de scie son passage à l'OM. Donc oui, c'est vraiment une inconstance criante, hein. Et à quoi elle est due, cette inconstance? Bah, je vais passer au point 2, hein. Ben Arfa, Mister Clash. Parce que quand j'ai repris un peu les archives de sa carrière, non mais partout où il est passé, il y a eu des problèmes. Vraiment, c'était à croire qu'il était vraiment ingérable. Alors ça commence donc à Lyon, donc sa première saison, sa première expérience pro, où il a une altercation justement avec un de ses coéquipiers, je crois que c'était Skilacci à l'époque, où voilà, il lui met des petits points. En plus, tu vois, le mec, il est très insolent. Donc, il lui met un petit point, je crois, à l'entraînement. Après, le taille un petit peu. Sauf que Shikilati le prend mal et ça finit en bagarre dans le vestiaire, quoi. Donc, ça commence comme ça. Ensuite, à Marseille, quand il part à Marseille, donc avec le premier coach, donc c'était Eric Guéretz à l'époque, il refuse de rentrer pendant un match parce que monsieur ne supportait pas d'être remplaçant. Donc, il refuse de rentrer. Il y a eu ce passage-là. Et après, derrière, c'est Deschamps qui reprend, qui passe coach justement à Marseille. Et là, pareil, même une intercation où il lui dit des mots, franchement, je ne les répéterai pas là, mais c'est incroyable. Bon, finalement, il le reprend en fin de saison, mais bon, voilà. Toujours un problème avec Ben Arfa. Pareil, ensuite, il va à Newcastle. Newcastle, au début, ça se passe bien, comme je vous dis, mais des buts incroyables. Mais derrière, encore un problème avec Alan Pardew, le coach de l'époque. Voilà. Ensuite, il va à Hull City. Il est prêté là-bas, mais ça se passe mal. Il joue pas trop. Ensuite, je crois qu'il résilie son contrat ou je sais plus, un truc comme ça. Mais finalement, pendant un an, il peut pas jouer parce qu'il y a une vice de procédure bizarre. Il peut pas jouer. Il arrive au PSG, donc non, il arrive à Nice. Non, là c'était d'abord à Nice où là ça se passe bien, mais après derrière il bascule au PSG. Donc monsieur arrive au PSG, donc on lui fait un pont d'or, on lui met un gros salaire, on l'accueille bien. Mais monsieur arrive en cours de forme en début de saison. Finalement il est remplaçant et monsieur se plaint d'être remplaçant. Du coup qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'émir du Qatar, donc l'actionnaire du PSG, sans même passer par les coachs ou le président Nasser, hein. C'est non, non, direct, il appelle l'émir, sauf que ça passe pas. Et finalement, ça se passe mal, il est mis de côté. Et donc après, il va au Prud'homme avec le PSG. Mais finalement, il est débouté. Non, mais c'est incroyable. Ensuite, il y a l'épisode à Bordeaux, où Bordeaux fait des pieds et des mains pour le faire venir. Mais finalement, il s'embrouille avec la plupart de ses coéquipiers, même le coach. À la fin, même le coach, je me dis, oh, je me suis senti trahi. Voilà, ensuite, pareil, il va à Lille. Lille, pareil, le président et le coach font des pieds et des mains pour le faire venir, lui donnent une énième chance. Mais à la fin, pareil, ça se passe mal. Le mec finit par s'embrouiller avec le coach et le président. Non, mais c'est fou. Quand on voit ça, c'est limite, on dit, mais je pense que le haut niveau, c'était pas fait pour lui. Peut-être que lui, il lui fallait un petit club, voilà, où il était la star. On lui demandait rien d'autre que faire son jeu, mais sans plus, quoi. Mais dès qu'il allait au niveau, ça. Et encore, c'est pas des grands clubs, quoi. C'est le niveau Ligue 1 ou voilà, un milieu de première ligue, donc c'est pas énorme. Mais même comme ça, vous avez trop de problèmes avec ce joueur. Donc vraiment. Et ça m'amène au troisième point. Donc c'est peut-être une partie un petit peu qui est négligée. Enfin,
qui était négligé dans le foot, mais qui l'est de moins en moins. Et on voit l'impact que ça a, c'est à savoir l'entourage. C'est vrai que l'entourage, ben, on l'a vu déjà avec l'affaire Pogba ou les affaires N'Golo Kanté, etc. On voit que quand un entourage est un petit peu néfaste, bah, ça joue vraiment sur la carrière du joueur. Et lui, après, c'était pas les mêmes problèmes, mais c'est dans le sens où il n'a pas eu autour de lui, je pense, des gens capables de lui dire, bon là, Athème, ça va pas, Athème, ressaisis-toi, reprends-toi, vu ton niveau, tu devrais pas être là, tu devrais être mieux. Euh, Écoute les coachs quand ils te font des critiques, écoute tes coéquipiers. Mais lui, je pense qu'il n'a pas eu ça. C'est depuis son plus jeune âge, comme je vous l'ai dit, vu que c'était un petit peu le prodige. Ben, on l'a toujours caressé dans le sens du poil, toujours trouvé des circonstances atténuantes quand il avait des problèmes. Même les journalistes, à chaque fois, on faisait des débats sur lui en disant oui, ATM, c'est un affectif, etc. Sauf que là, tu es au haut niveau, donc on peut pas tout miser sur un joueur, hein. À part si c'est Messi ou Cristiano. Et même eux, on a vu que sur la fin, ça commençait à poser problème. Mais bon, un joueur comme ça, en plus instable, non, non, on peut pas miser sur toi et tout mettre, tout miser sur toi, tout faire en sorte, faire en sorte que tout aille bien pour toi alors que tu as d'autres coéquipiers. Et puis surtout, quand tu es dans un club, il y a des exigences hein, de performance. Donc non, non, on peut pas miser sur un gars qui est aussi instable et inconstant. Donc ouais, ouais, c'est vraiment l'entourage. C'est important d'avoir quelqu'un capable de te dire les choses, de te dire quand ça va pas. Et après aussi d'être capable de faire son autocritique. Parce que quand vous avez autant de chance dans votre carrière, mais c'est pas normal d'avoir autant de problèmes et de pas comprendre qu'à un moment donné, il fallait peut-être voilà, mettre un petit peu d'eau dans son vin et puis d'essayer de régler les choses parce que voilà, la carrière avance et surtout à ce niveau-là. Voilà. Et puis j'ai oublié, mais même en équipe de France, on l'a pris à l'Euro 2012, donc c'était Laurent Blanc. En plus, Laurent Blanc vraiment apprécie le joueur. Et il a réussi justement parce que voilà, il a été sorti, je crois, dans un match de groupe, je sais plus lequel, où il est sorti à la 60e et il n'est pas content. Et donc après, il fait des histoires. Et même monsieur se permet de passer des coups de fil normal dans le vestiaire, ce qui n'a pas plu à Laurent Blanc et qui a déçu Laurent Blanc. Donc même en équipe de France, voilà, le mec a des problèmes. Donc c'est vraiment qu'il y a... Non, non, il est ingérable à ce niveau-là, c'est trop. Avec autant de chance, autant de talent, et de gâcher autant les choses, non, c'est pas possible. Et donc je partirai donc sur le bilan. Bah, bilan, franchement, pour moi, franchement, en cherchant, je pense que Hatem Ben Arfa, c'est le plus gros gâchis du football français, hein. Non, mais clairement. En termes de niveau et de carrière, d'avoir une saison pleine en carrière, sachant qu'en plus à Nice, c'est pas non plus un club incroyable, quoi. Avec le talent qu'il avait, non, nous on le voyait vraiment plus haut. Et justement, il a commencé avec Benzema, on le voyait même, voilà, au-dessus de Benzema. Donc c'est incroyable. Donc non, non, vraiment, pour moi, c'est le plus gros gâchis. Bah, dites-moi en commentaire si vous en voyez d'autres, mais pour moi, c'est le pire. C'est le pire. Après, je dirais quoi? Il y a eu, ouais, il y a eu le passage d'Embélé quand même au Barça où il commençait mal sa carrière. Mais bon, il a réussi à corriger, hein. Même lui, il a vu que voilà, la carrière c'était important, qu'il fallait régler certaines choses, et mais lui, il a corrigé. Bon, lui, c'était pas le comportement, c'était plus l'hygiène de vie qui était un petit peu cata. Donc c'était un peu autre chose. Mais bon, lui, il a corrigé. Donc après, le seul point positif que je dirais pour Ben Arfa, c'est qu'à mon avis, son exemple, il a servi pour les futures générations. C'est vrai que derrière, il n'y a pas eu de joueur donc, avec ce talent qui l'ait autant gâché, quoi. Donc, ouais, je partirais là-dessus, mais je vois pas d'autres textes d'amélioration, sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, il est vraiment en fin de carrière. Donc voilà, c'était la vidéo sur Hatem Ben Arfa. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, ce que vous pensez du joueur, voilà, etc. Ce qui vous a fait quand même kiffer, c'est vrai qu'il y avait des highlights incroyables. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Merci pour votre soutien. Eh bien, continuez à liker, à commenter, à partager, hein. Et à la prochaine, les amis. Allez, salut!